Alors bonsoir à tous. C'est un plaisir ce soir d'être avec le professeur Patrice Mertel pour ce webinaire maîtrise orthopédique avec le soutien de notre partenaire, la société Xnov, sur un thème qui va être, comme toujours hein, avec Patrice, un peu polémique et sujet à ouvrir la discussion, qui est sur faut-il remettre en cause la modularité dans de la prothèse totale de hanche. Patrice, qui est, alors il n'a pas besoin d'être présenté, mais qui est chef de service à Amiens, professeur et président de la Société française de la hanche et du genou, qui a une énorme expérience sur la prothèse de hanche et qui a préparé des sujets quand même extrêmement audacieux, on va dire, et qui vont, je pense, permettre d'avoir une discussion intéressante autour de cette thématique de la modularité. Alors, pour laisser le temps au dernier retardataire d'arriver, on a quelques petites questions pour situer un petit peu l'auditoire. Alors, hop, je vais vous laisser répondre. Première question, votre lieu d'exercice professionnel? France, Belgique, Afrique du Nord, autres pays francophones. Alors, comme on pouvait s'y attendre, une majorité de chirurgiens français, mais également nos collègues d'Afrique du Nord et de Belgique qui sont présents. Votre mode d'exercice professionnel? Alors là, une répartition quasiment à 50-50 entre le privé et le public. Ensuite, quelle est votre activité en chirurgie prothétique de la hanche de première intention? Alors là, on a une répartition assez équilibrée avec des chirurgiens avec une activité très soutenue et puis ensuite avec une activité plus ou moins régulière. Ensuite, quel est votre couple de frottement, puisqu'on va en parler, favori pour les prothèses de hanche de première intention? Céramique, céramique, céramique crosslink, céramique PE conventionnel, métal crosslink, métal PE conventionnel. On va commencer par ce sujet. Là, on va voir que on a une majorité de chirurgiens qui sont céramiques. Donc, on est pile dans la cible. Et pour également un des sujets qui viendra ensuite, utilisation de la domobilité en chirurgie de première intention et de révision. Plus de 50% de vos pauses, entre 25 et 50, moins de 25, ou des collègues qui n'utilisent jamais la domobilité. Est-ce que ça existe? Ah. Personne? Si, on a un courageux. Mais bon, on voit quand même qu'on a également des connaisseurs. Donc Patrice, je vais te laisser la place pour ce premier sujet sur l'impaction des inserts céramiques. Est-ce que c'est un geste dangereux? C'est à toi. Merci Sébastien. Alors bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, assez nombreux d'ailleurs, pour ce webinaire. Et en ces temps extrêmement troublés de pandémie, eh bien, c'est sympa de pouvoir échanger par ce mode de ce vecteur médiatique et que nous permet maîtrise orthopédique et qui sera probablement, qui restera dans l'avenir. Je pense que ça remplacera un petit peu le présentiel. Alors, et il peut vous paraître étonnant que je parle de modularité. Alors, pendant des années, vous savez très bien que j'ai défendu l'école modulaire dans les prothèses totales de hanche pour reconstruire la biomécanique de la hanche, et que ceci présentait quelques inconvénients. Et vous savez que la NSM nous a contraints de limiter considérablement l'utilisation de l'école modulaire. Mais je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a d'autres modularités dans la prothèse totale de hanche et que ces modularités ne sont pas complètement sans risque et que cette modularité est croissante du fait de ce qu'on pourrait appeler les caprices de certains orthopédistes, l'imagination de nos ingénieurs. Et donc, finalement, nous avons changé nos habitudes et on voit que plus de la moitié d'entre vous posent essentiellement des couples céramique-céramique et que ce geste qui nous paraît anodin, eh bien, n'est pas si facile.
est que, pour commencer, pour ce premier topo, mettre un insert céramique dans une cupule métallique qu'on vient d'impacter dans un cotyle, eh bien, peut être porteur de risques et à l'origine de complications sérieuses, presque identiques d'ailleurs à ce qu'on peut voir dans les complications des cols modulaires. Alors, vous allez me dire, moi, je n'ai jamais de problème, mes céramiques, je les mets bien, c'est très, très facile. Si on s'intéresse à la littérature, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de papiers qui font état de malposition. Et vous voyez cette publication en 2014 sur 100 prothèses céramiques sur la Biox Forte, un insert delta en diamètre 36, eh bien, un patient a été réopéré, vous voyez, sur un recul de 6 ans et demi, réopéré à J5, c'est 1% de malposition, mais c'est une malposition considérable. Vous voyez cette diapositive au centre. Eh bien, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous voyez cette malposition colossale et la radiographie de contrôle post-opératoire, finalement, elle est plutôt anodine. Ce sont les radios que nous avons presque tous les jours. Il faut donc être extrêmement vigilant pour éviter ce risque de malposition qui est facteur de complications, je le disais. Alors, si on s'intéresse à la littérature qui a focalisé le problème de ces malpositions, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont relativement fréquentes et peuvent aller jusqu'à 25%. Alors, vous me direz que finalement, bon nombre de ces publications concernent un type de cupule, c'est le trident de Straker. Vous savez que la céramique chez Straker était blindée et qu'on insérait finalement un cône métallique qui contenait la céramique, différent des polyéthylènes qui étaient blindés chez FH, par exemple, au niveau du cotyle. Mais regardez cette radio-là. Oui, la face est pas mal. On peut être alerté par le profil à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut être très vigilant. Vous voyez, le papier d'Iguchi, le papier Lowcroft, on est sur des séries avec des contrôles radio attentifs entre 25 et 7% de malposition. La série de livres concernant le Pinnacle, G7 de Zimmer, en bas, est un peu différente. Ce sont des tests en péropératoire qui montrent que finalement, dans près de 24% des cas, eh bien, vous n'avez pas une tenue suffisante de l'insert céramique qui ne tient pas assez dans la cupule impactée et qui va pouvoir, même si vous le mettez à peu près bien ressortir, se mobiliser. C'est donc c'est un risque qui existe, qui est quand même relativement important si on tient compte de ces chiffres. Alors, la malposition des inserts modulaires, si on revient sur les papiers d'Iguchi, elle n'est pas anodine. Sur ce premier papier d'Iguchi, en 2017, sur 160 prothèses céramiques avec un recul intéressant, en fait, il avait noté 20% de malposition des inserts. Alors, la radio, là, on voit très bien. Cet insert, il déborde ici, il est mal positionné. Et il a entraîné un écaillement de la céramique qui va être, là encore, à l'origine de complications. Et dans ce papier, Iguchi a montré qu'il n'y avait pas de différence sur le squeaking, sur le risque de rupture, alors qu'il existe, sur le décèlement, mais que cet écaillement de la céramique était facteur d'ostéolyse de façon significative, entraînant des réinterventions chez ces malades à cause des réactions biologiques induites par ces fragments de céramique et l'action ostéoclastique. Dans son deuxième papier, Iguchi a montré, là ça concernait le trident, que les facteurs favorisants de cette malposition étaient un stade d'arthrose très avancé et un os scléreux très attendu. Pour quelle raison? Eh bien parce que plus l'os est dur, plus vous avez une coxarthrose rigide, eh bien plus votre cupule métallique va se déformer. Alors c'est de l'ordre du micron, de quelques microns, mais elle va se déformer à l'impaction, et se déformer à l'impaction, vous aurez du mal à rentrer la céramique, y compris la céramique blindée de Straker, et donc vous avez un risque de malposition. Les limitations de la mobilité sont également des facteurs de risque, en particulier limitation de la flexion. Un exemple personnel, parce que personne n'est à l'abri. Regardez cette femme jeune, elle avait 34 ans, je lui ai mis une prothèse 3 ans après une ostotomie périastabulaire de réorientation qui n'avait pas permis d'éviter l'évolution de l'arthrose. Eh bien, la radio J45, vous en conviendrez, elle paraît bien. Avec l'esprit d'escalier, vous pouvez quand même vous interroger sur ce double contour existant ici entre la cupule et la céramique. La radio 1 an montre cet écaillement à la base du col. J'avais demandé un scanner, croyant à une rupture de l'insert en céramique. Eh bien, le scanner ne montre pas de rupture, mais il y a une franche malposition ici de la céramique dans cet implant. Et j'ai mis 1 an pour la convaincre de se faire réopérer, et finalement, j'ai opéré au bout de 2 ans
avec cet aspect ici de malposition de la céramique. Vous voyez, c'est pas grand-chose, il y a 2 mm et un écaillement en regard de cette céramique. Donc, attention, méfiez-vous de ces radios, il faut les analyser, et dès que vous avez cet aspect sur la radiographie il y a 1 an ou à 2 ans, il faut très probablement absolument reprendre ces malades parce que c'est un facteur de complication. Alors, cette malposition, elle est également facteur de rupture d'insert. Vous savez que la céramique, on a longtemps critiqué en disant ça casse, c'est un problème. Alors, il y a eu beaucoup de ruptures de têtes céramiques. Il y a eu l'évolution de la Forte vers la Delta. Les ruptures de têtes céramiques sont devenues vraiment exceptionnelles, voire quasiment inexistantes. Par contre, ce qui casse maintenant, même si c'est rare, on le reverra, c'est l'insert. Et quand l'insert casse, c'est pas la faute du céramiste, c'est pas la faute du fabricant qui vous donne la cupule, c'est la faute du chirurgien qui va mal le mettre ou faire se déformer la cupule. Sur cette étude expérimentale, sur simulateur, regardez ici, ça c'est un insert mal aligné de 2 à 4 mm, et vous voyez que finalement, l'insert céramique, il ne tient pas suffisamment, il va pouvoir bouger. Si vous cumulez finalement la malposition et puis un insert qui va se déformer, soit parce qu'il n'est pas suffisamment une cupule qui va se déformer, soit parce qu'elle n'est pas suffisamment épaisse, soit que vous avez mis trop de presse-fit, soit que vous avez abîmé finalement l'intérieur de votre cupule, eh bien vous avez une tenue qui est extrêmement médiocre et qui va compromettre l'avenir et finalement le pronostic à long terme de votre coupe céramique, qui est pourtant un excellent couple de frottement, mais qui nécessite une précision chirurgicale qu'on ne peut pas toujours apporter. Alors c'est vrai, vous allez me dire, les ruptures de céramique, on n'en a pas beaucoup. Le registre danois, moins de 0,5%, 0,34%. Le registre nord-anglais, encore plus faible, avec de l'ordre de 0,1%, à la fois pour la Delta et pour la Forte. Vous voyez qu'en réalité, alors qu'il y a une vraie différence sur la rupture de tête entre la céramique Delta et la céramique Forte, eh bien, il n'y a pas tant de différence entre les deux pour les inserts, probablement parce que le risque de rupture de l'insert, il est chirurgien dépendant, il est lié à la technique chirurgicale. Il faut noter, on pourra peut-être en redire un mot, avec les céramiques embarquées, mais il n'y a aucune rupture en diamètre de 40, alors que l'épaisseur de l'insert céramique diminue. Donc, ce n'est pas un problème d'épaisseur de l'insert céramique, c'est vraiment sa malposition. La série de Lim avec 6 ans et demi de recul, 0,3%, et puis papier de Butaro en 2017 montrait quand même un risque très très minime, mais avec finalement des chirurgiens très expérimentés sur l'utilisation de la céramique. Alors, je crois qu'il faut être conscient de ce problème. Il faut dire, il faut bien mettre la céramique. Comment est-ce qu'on peut bien mettre la céramique sans risque de malposition? Eh bien, X9, qui nous permet de faire ce topo avec maîtrise ce soir, propose un impacteur normé qui, à mon sens, a été trop peu utilisé, c'est l'orthogone. Il y a la possibilité que certains ancillaires, dont celui d'X9, impacter la cupule sur table, c'est mon choix personnel, je vous dirai pourquoi. Et puis, on peut utiliser, je fais aussi des céramiques embarquées en usine qui vous débarrassent de cette corvée de mettre l'insert céramique dans les cupules. Alors, orthogone, c'est gun, c'est un pistolet. C'est un pistolet qui va être chargé en paire opératoire et qui va permettre d'avoir une préhension de l'insert céramique, de le descendre dans la cupule et de l'impacter avec une force normée. Ce sont 3 griffes qui vont prendre la périphérie ici de votre insert céramique et qui vont parfaitement stabiliser un implant sans vous empêcher de voir en périphérie, entre ces griffes ici, la cupule metalback dans laquelle vous allez rentrer la céramique. Et puis, il y a un débattement, c'est-à-dire que vous pouvez l'orienter jusqu'à 30 degrés et finalement, vous êtes là dans une position opératoire. Vous avez une cupule qui est à 45 degrés et vous êtes là dans votre voie d'abord, postérieure ou antérieure, et vous êtes à 30 degrés et vous allez pouvoir parfaitement rentrer la céramique dans le metalback et puis ensuite, finalement, déclencher le... Alors, il m'avait expliqué comment je devais mettre en route, déclencher la gâchette qui va vous permettre d'impacter à la fois en périphérie et au fond de la cupule, donc ça répartit les contraintes, et c'est une force normée qui va permettre de stabiliser et de fixer de façon définitive l'insert céramique à l'intérieur de cette cupule. Donc, le système, vous le comprimez, vous faites la préhension, et puis après, vous n'avez plus qu'à impacter, et vous êtes à 3000 newtons, et vous êtes certain de la fixation de votre cupule. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de place, donc ça va très très vite. Ça permet de serrer les griffes de préhension, et puis vous avez un vrai pistolet avec une détente, donc c'est un petit côté ludique, et surtout extrêmement sécurisant. On peut aussi l'utiliser pour taper la tête finalement sur les cônes mortes. Vous voyez que ça ne prend pas beaucoup de place et que ça rentre très très facilement dans des voies mini-invasives.
Alors moi, j'utilise une autre solution, c'est de mettre l'insert céramique sur table. Parce qu'il y a un autre problème, dont on reparlera sur les têtes modulaires, c'est que finalement, on a un code Morse sur les céramiques et que le code Morse, plus il est propre, mieux ça vaut et plus la fixation est fiable. Et donc, la meilleure façon de ne pas contaminer le code Morse par de l'eau, du sang, de la graisse, eh bien, c'est de rentrer la céramique sur table, comme ceci. Vous le mettez à la main. Vous avez vérifié que vous êtes parfaitement à l'aplomb de votre cupule Metalvac. Et puis après, vous pouvez éventuellement, mais c'est pas indispensable, moi je le fais, mais taper l'insert avec marteau, avec force. Hein, on peut taper très fort sur la céramique sans qu'elle ne casse. Et ensuite, vous prenez l'ensemble cupule, insert céramique monté dans l'impacteur. Vous avez des griffes périphériques ici, et puis une demi-sphère centrale qui correspond au diamètre interne de l'insert en céramique. Ça peut être du 32, du 36, en fonction du diamètre que vous utilisez. Et à ce moment-là, vous impactez l'ensemble monté. Et vous l'impactez très fort, avec une masse, bien sûr, comme tous les cupules, une masse de 1 kg, 900 grammes au minimum, pour bien taper très fort, et vous avez une cupule impactée. J'entends d'emblée les critiques en disant « Ah oui, mais on ne voit pas au fond. Est-ce qu'on est vraiment au fond? On ne peut pas voir le trou au fond, il n'y a pas les trous. » En réalité, c'est un argument fallacieux. Quand vous mettez de cupules double mobilité, dont on reparlera également, vous ne voyez pas le fond, elles sont pleines. Et personne ne se demande si la cupule de mobilité elle est au fond, pas au fond. C'est exactement la même chose pour ces cupules avec une céramique montée. Vous êtes au fond. Il faut bien vérifier sur votre fantôme à quel niveau doit descendre la cupule Metalvac par rapport à votre rebord osseux, et vous êtes sûr à ce moment-là d'être au fond. Il n'y a pas beaucoup de danger. Et moi, j'avais appris ça quand je mettais du métal de grand diamètre. Bien sûr, on n'avait pas de trou au fond. Et puis la troisième solution, ce sont les céramiques embarquées. Alors il y en a trois fabricants principaux. La Gilles de Schadler, c'est normé avec une force de 5000 newtons, ça tombe. Et si vous retapez dessus au bloc, vous allez pouvoir les dessertir. À la vibration, on arrive à les sortir. Il y a la Maxera de Zimmer et puis la Delta Motion de Depew qui me permettent de conjuguer et d'arriver sur des grands diamètres. Alors la déclinaison de ces trois fabricants, c'est d'avoir augmenté le diamètre de tête. Est-ce que c'était raisonnable? On en dira un mot, je ne crois pas. Les résultats à long terme sont bons, avec une survie satisfaisante dans le registre néo-zélandais pour la génisse, des séries de Maxera avec une survie à 99%, pas de rupture. Par contre, on voit sur le Maxera, au-delà de 36, l'apparition de squeaking. Et ça, c'est le problème du grand diamètre en céramique. Plus on augmente le diamètre, eh bien, c'est assez net dans la littérature, plus on a un risque de squeaking. Delta Motion, pareil, 98,6%, avec une série de plus de 1000 tiges corail, aucune rupture, avec une épaisseur d'insert qui est faible, hein, qui est de l'ordre de 3,5 mm. Ce squeaking, il est quand même notable dans toutes les séries, sauf pour le 36 mm. 36 mm, vous voyez, dans le papier de taille, finalement, on n'a pas de squeaking, mais le squeaking augmente, sans que ce soit significatif, du diamètre 40 au diamètre 48. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est le papier du bas de Goldhofer qui montre quand même que le squeaking, au-delà de 36, eh bien, il tente à augmenter avec l'ancienneté de la prothèse, au-delà de 5 ans, ils arrivent à 17%. Donc je crois que ces céramiques embarquées, c'est une bonne solution, peut-être pas en augmentant les diamètres, et surtout, c'est la solution, me semble-t-il, idéale pour les tout petits diamètres. Ça, c'est une femme qui avait une quarantaine d'années, qui avait une toute petite cupule, 46, avec une céramique embarquée, vous pouvez monter en 36, donc vous assurez la stabilité, et vous n'avez pas de risque de mettre de travers votre céramique avec un risque de rupture. Voilà sur les risques de malposition de la céramique. Donc c'est quelque chose dont on parle peu, et pour lequel, à mon avis, il faut être vigilant, parce que, surtout avec les voies d'abord réduites, qu'elles soient antérieures ou postérieures, on a une vision qui n'est, à mon sens, pas suffisante pour vérifier la bonne position de l'insert céramique dans la cupule métallique. Merci beaucoup. Écoute, ça a suscité évidemment des questions, comme je pense que on s'y attendait. J'imagine. Bah oui, bien sûr. Alors, peut-être si je peux prendre la main, on avait une ou deux. Ah voilà, parfait. On va poser deux petites questions pour commencer à notre auditoire et ensuite on va prendre les questions dans l'ordre. Une première question. Quelle modularité dans les prothèses de hanche vous pose le plus de questions? Ça, c'était par rapport à ton introduction du départ. Alors, on va laisser voter nos 120 collègues qui sont avec nous. Ah, pas mal, 120. Oui, il y avait quelques retardataires, mais c'est normal. C'est normal. En début de soirée. Donc, voir un peu si effectivement c'est la céramique qui les on va dire qui les chagrine, ou s'il y a d'autres choses. On va leur laisser encore 30 secondes.
Hein, puisqu'on a, tu as évoqué la tête modulaire, les inserts, la double Mobilité, mobilité. pas modularité, c'est Oui, mobilité. dans la double mobilité, mais je crois qu'ils avaient fait la correction. Allez, hop. Donc c'est effectivement c'est sympa parce qu'on voit que les trois sujets Ah, il les intéressent. Donc m'interpelle. écoute, c'est pas mal et même les trois. Donc on est bien. Et alors attendez, j'avais une autre toc. Alors je vais être là. Voilà. Concernant les coupes céramique, savoir un petit peu le retour d'expérience de nos collègues. Est-ce que vous avez, dans vos 5 dernières années, est-ce que vous avez rencontré des ruptures de céramique? Aucune. 1 à 2, 3 à 5, 5 à 10, plus de 10. Hein, parce que tu nous as montré quand même que si on est vigilant et qu'on fait beaucoup de prothèses et qu'on regarde bien ces radios, Ouais, il y en a un certain nombre. l'erreur est possible. Ah, pendant qu'ils répondent, moi, j'ai fait, bon, pas beaucoup, mais 2 à 3 fois par an, je fais reprendre des céramiques. La radio au staff du matin montre qu'il y a une malposition. Et Sûr. on fait beaucoup de prothèses de hanche, mais il y en a 1 ou 2 par an. Donc effectivement, hein, on a plus de la moitié de nos collègues qui ont expérimenté au moins Au moins, une rupture de céramique. Donc c'est pas quelque chose d'anodin et qui n'existe pas. C'est quelque chose qui effectivement existe dans la c'est pratique. diabolique. Hein. Et alors le dernier petit sondage, et ensuite on va prendre les questions. Pour éviter les ruptures d'insert, quelle est la stratégie qui vous séduit le plus parmi ce que Patrice vous a proposé? Un impacteur spécifique, impacter l'insert dans la cupule sur table, les céramiques embarquées, les trois, et aucun, j'ai jamais eu de problème avec la céramique. Moi j'avoue que j'ai été séduit par l'impaction de l'insert sur la table. Très facile. Surtout pour l'idée d'avoir un cône parfaitement propre, Parfaitement propre. c'est imparable. Et voilà, on voit que effectivement, c'est ce qui a on va dire, remporté le plus de suffrages. Alors, on a une première question par rapport à. Alors, je vais hop là, enlever le toc. Une première question. Et on va se mettre là. Première question par rapport à l'orthogun, au pistolet, et savoir est-ce que il n'y a pas un risque d'impacter l'insert qui serait mal engagé ou qui ne s'engagerait pas comme on veut parce que la cupule a été déformée, comme tu l'as souligné, en cas d'os rigide ou on va dire, d'impaction qui a déformé la cupule. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Alors, ça dépend de la cupule parce que là encore, hein, l'épaisseur des cupules varie d'un implant à l'autre. Et le risque de déformation est dépendant de l'épaisseur de la cupule, du métal. L'orthogone est utilisé sur les cupules X9 dont l'épaisseur permet normalement une déformation minimale. Théoriquement, non, mais si la cupule est vraiment très déformée, normalement, l'insert ne doit pas rentrer. Ça, c'est clair, avec l'orthogone. On a une question ensuite sur est-ce qu'il y a plus de risque de mauvaise position de l'insert céramique chez le patient obèse? Oui, il n'y a pas d'études à ma connaissance dans la littérature, mais si on reste sur des petites voies d'abord chez le patient obèse, on est loin, c'est difficile, on contrôle encore moins. Donc je pense que le risque est plus important. On est quand même beaucoup moins à l'aise pour aller positionner. Alors le pire, c'est chez un gros obèse avec une grosse cupule, ça va, mais oui, je vois où tu vas. de temps en temps des femmes obèses avec des petits cupules de 48, voire même moins, c'est difficile d'aller descendre l'insert. On est un petit peu limite, on est vraiment en bout d'instrument et je pense que le risque est majeur. Sur des aspects pratiques, comment est-ce que toi tu testes la tenue et le positionnement de ton insert céramique une fois que tu as impacté ta cupule? Ah bah je reteste pas. Une fois il est impacté, j'ai tout à fait confiance au montage sur table. Et oui, c'est tout l'intérêt du montage sur table, c'est que ça t'affranchit. Je ne fais pas vibrer, je ne fais rien faire, non. Aucun test. Et la cupule, je ne teste pas non plus la tenue de la cupule. Pour moi, elle tient. Alors, j'ai en fait un test derrière de la cupule, puisque je suis assez fidèle à des voies postériolatérales, mais qui sont bien raccourcies. Et donc, j'utilise un releveur à fémur pour positionner le fémur par voie postériolatérale, qui, en fait, prend un appui par l'intermédiaire d'une compresse sur le rebord postérieur de la cupule. Et voilà, c'est un test. Voilà, une cupule qui ne tient pas, elle ne résiste pas à ce mouvement de levier. Et donc, voilà, tout à fait. Ça tient très très bien. Et ça, c'est un excellent test. Une fois qu'on fait le fémur, si ça a résisté au releveur fémoral, la cupule tient très bien.
On a une question aussi par malheur. Donc l'insert est mal positionné. Est-ce que pour toi, on va dire, quel est le délai moyen avant que ça casse? Ton C'est expérience, tu vois. imprévisible, c'est Ouais. imprévisible, mais ça peut être, j'en ai vu casser, parce que j'en ai repris casser d'ailleurs, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc Euh, il faut pas il traîner, faut quoi. être vigilant, et surtout quand vous êtes une radio, parce que ce sont après des problèmes médico-légaux qui sont imparables. Parce que la malposition est évidente. Moi, j'ai réopéré des malades dont la malposition était évidente et les malades ont cassé. On me les a envoyés parce que c'était une rupture de céramique, donc le chirurgien a passé la main. Et quand on regarde la radio post-opératoire, il n'y avait pas photo. Il fallait reprendre le malade. Bon, on ne dit rien, mais en cas de plainte médico-légale, tout le dossier est confié à l'expert de l'assurance. Alors j'ai encore 2 questions. La première, c'est justement en cas de rupture, quelle est l'attitude, on va dire, comment est-ce que tu reprends le malade? Rupture Bah, la, d'insert céramique. La rupture, il faut changer. Alors, soit on essaie de reprendre, de garder une céramique. Il faut le vendre au malade, il faut lui expliquer, parce que là, on l'informe. Vous avez une céramique à casser, je vais vous remettre une céramique parce que vous êtes jeune, ça ne pas beaucoup, etc., etc. Bon, c'est pas forcément vendable. Après, c'est quand même une reprise, donc il y a un risque d'instabilité qui n'est pas anodine. Il est bien évident que théoriquement, il faut bannir complètement l'utilisation de la domobilité parce qu'il reste toujours des fragments de céramique et les fragments de céramique vont se ficher sur la convexité de l'insert et donc rayer la cupule métallique, entraîner des réactions au débris métallique. Et donc, soit céramique, soit céramique polyéthylène hautement réticulé. C'est Qui probablement la meilleure solution. C'est plus C'est simple. ça. Et alors une dernière question, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'orthogone sur table? Ah Pour bah, un peu. c'est possible, mais en fait, ça n'a pas besoin, enfin, c'est pas nécessaire. Alors, toutes les impactions sur table posent problème parce que nous avons tous, le bois étant interdit dans les blocs, on a des tables métalliques. Et les tables métalliques ont une certaine élasticité. Donc, quand on tape, ça rebondit. Donc, c'est pas parfait. Quand on monte l'ancillaire avec cette demi-sphère qui est à l'intérieur, en tapant et en impactant la cupule, la demi-sphère vient retaper la céramique à l'intérieur de la cupule. Donc, ça la stabilise. Taper dans la cupule sur table, moi, ça me sécurise, mais c'est pas indispensable. Le seul coup de marteau, un vrai coup de marteau, un marteau de 1 kg pour la cupule, va également stabiliser l'insert céramique dans le malade. Donc, non, l'insert, l'orthogone, je ne pense pas. Par contre, l'orthogone peut être utilisé pour impacter, sécuriser les têtes prothétiques dont on va parler. Et moi, j'avais pensé à un moment où j'utilisais encore beaucoup les cols modulaires, et l'impaction des cols modulaires est un gros problème, de transformer l'orthogone pour sécuriser les cols modulaires. Et puis, l'évolution des cols modulaires a fait qu'on a dû, en grande partie, les abandonner ou les réserver dans des cas particuliers. J'ai fait ce matin, d'ailleurs, j'ai failli prendre la radio parce que j'ai fait une coxarthrose protrusive de stade 3, on pourrait dire quasiment 4, avec un varus de 90 degrés. J'ai mis un col modulaire, je ne pouvais pas m'en sortir autrement. Donc, il reste des indications à modularité. On est bien d'accord. Écoute, Patrice, on va te laisser la main pour le deuxième topo. OK. Il y a encore des questions, mais on pourra pas tout Ouais, on ne peut répondre. pas tout Donc, faire ce soir. Alors, je peux répondre, ils peuvent m'envoyer des mails, je peux répondre par mail après. allez, Alors, une modularité qui nous paraît naturelle, parce qu'on a tous été élevés pratiquement dedans, enfin peut-être moi un peu moins que Sébastien, parce que je suis beaucoup plus vieux, c'est d'avoir des têtes modulaires. Ben, en réalité, est-ce que c'est un bien? Parce que ça, on dit, ah oui, ça nous a permis de régler la longueur, col court, col moyen, col long. Oui, mais quand on voit cette radio avec finalement un col qui s'est usé, une tête qui s'est désimpactée au bout de 5 ans, on se dit, tiens, finalement, c'est peut-être quelque chose qui est à risque. Et en réalité, l'histoire, à la fin des années 60, des prothèses totales de hanche, c'était des prothèses monoblocs. Alors, la Tcharnay-Kerboul, qui a bien vécu, avec une tête fixe, c'est un diamètre 22, dont le dernier modèle a été arrêté il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et puis, les tiges bananes de Maurice Muller, avec des têtes de 32, qui étaient un mauvais compromis, mais qui étaient également des têtes fixes. Tout ça, il n'y a pas de modularité. L'apparition de la modularité sur les têtes des prothèses de hanche est liée au développement de la céramique. Ici, la céramique avec Mittelmeier en Allemagne, avec ce cône, vous imaginez le ratio tête-colle là, sur ce champignon, et puis Pierre Boutin en France, ici, avec dans l'école de Villevoûte, pour s'adapter à la tige Chéravert. C'est donc la céramique qui a conduit au développement des têtes à colle modulaire et qui ont été très vite finalement converties sur
les cols des têtes métalliques. Alors, les ingénieurs utilisaient un brevet très ancien, puisqu'il est dû à un ingénieur américain qui s'appelait Morse, un nom propre, hein, ça n'a rien à voir avec le code du même nom. Et ce brevet avait été développé à la fin du 19e siècle, non pas pour les prothèses de hanche, bien sûr, qui n'existaient pas, mais pour les foreuses des puits de pétrole aux États-Unis et notamment au Texas. Donc il faut concevoir que cette connexion par code Morse marchait très bien, mais sur des instruments qui n'avaient pas du tout le diamètre de nos codes Morse, et c'était des instruments, pour certains, qui avaient quand même un diamètre de 1 mètre, donc avec un contact très large, et donc la force qui permettait la cohésion était beaucoup plus importante. Le code Morse, dans les prothèses de hanche, il est défini par un certain nombre d'éléments géométriques, mais il n'est pas normé. Et ça, c'est comme les téléphones portables. Je trouve scandaleux que nous n'ayons pas les mêmes prises de recharge pour nos téléphones portables en fonction des marques. Je trouve scandaleux qu'on n'ait pas réussi à normer les codes Morse chez tous les fabricants, qu'ils soient chinois, européens, américains. Vous voyez, ces 3 cônes-là, il y a des longueurs courtes. Voilà. Alors ça a des effets inconvénients parce que ça déborde toujours et ça va user, si vous mettez du polyéthylène, ça va user le polyéthylène en regard. Mais j'ai connu des cônes 14-16 et il reste maintenant des cônes qu'on dit 12-14 et il reste encore des 10-12. Mais quand vous dites 12-14, ça ne définit pas le col parce que il y a la longueur du col qui est variable, il y a donc l'angle du col, la pente du col qui va être différent. Alors vous voyez des degrés, souvent 5 degrés, 43 minutes et 30 secondes. Et puis, il y a entre le col de la prothèse de cône Morse et le cône inversé dans la tête fémorale un angle de divergence qui permet au cône Morse de venir bloquer la tête lorsqu'elle est impactée en laissant une petite distance de sécurité à l'apex. C'est la raison pour laquelle, moi, ça ne me dérange pas de mettre la cupule de la société A en face de la tige de la société B. Ça ne pose pas de problème, contrairement à ce que peut dire en son temps la NSM. Par contre, là où je suis extrêmement vigilant, c'est que la tête doit correspondre à la tige. Les cônes ne se ressemblent pas. Alors, bien sûr, si vous prenez une prothèse de hanche d'un patient de 92 ans, vous avez besoin de changer la tête en métal, vous pouvez vous permettre peut-être de tricher un petit peu. En céramique, absolument pas. Mais sur le métal, vous pouvez tricher. Mais considérez bien ces éléments. 12-14, ça ne veut rien dire. 2 cônes 12-14 de 2 sociétés différentes sont extrêmement différents et ne permettent pas un appareillement. On a déjà ici une source d'erreur, une source de problèmes majeurs dans les reprises. Alors, ces cônes modulaires ont été développés finalement avec la céramique dans les années 80 et puis très tôt, dans les années 90, il y a eu des publications qui ont contrecarré cette modularité, notamment sur les complications mécaniques avec des désadaptations lors de la réduction de luxation, mais très tôt sont apparus des papiers sur l'apparition de corrosion. Alors, on a tous vécu ça quand on reprend des prothèses, on a ces petits débris noirâtres sur les cônes Morse et à l'intérieur des têtes. On se dit, c'est pas grave, c'est rien. Oui, mais ça, c'est l'aspect simplement émergé de l'iceberg. Mais il y a toute la partie profonde, c'est-à-dire que ça, ce n'est que la traduction de ce qui se passe d'un point de vue biologique et des réactions que ça peut entraîner. Je pense que, d'ailleurs, contrairement à nos collègues japonais, l'orthopédiste français a trop souvent réfléchi en matière mécanique. Et quand on parle de biomécanique, il y a mécanique certes, mais il y a biologique. Et il y a toute la biologie qu'on a méconnue et pour lesquelles nous ne sommes pas assez formés. Vous voyez, ces 3 papiers, 81, 92, 95, qui déjà faisaient état de corrosion à l'interface entre les têtes médulaires et les cônes Morse. Alors, la corrosion, en fait, se produit quand les implants métalliques vont être soumis à des contraintes, c'est le poids du corps, le contact entre la tête et le cône Morse, et puis un milieu corrosif. Le kyste synovial, c'est pas un milieu neutre, hein, c'est beaucoup plus corrosif que l'eau de mer. C'est très acide, c'est très, très, très corrosif, et ça entraîne un relargage des particules. C'est vrai également du genou. Vous avez de la corrosion à la prothèse du genou, alors qu'il n'y a aucun frottement métal-métal. Et ces corrosions intercristallines sont des facteurs de rupture d'implant, rupture du col, rupture de la tête éventuellement, et puis des phénomènes biologiques sur lesquels on va revenir. Plusieurs, pour vous repérer un peu dans la littérature, il y a la corrosion sous contrainte, la fatigue corrosion, la pitting, corrosion par piqûre, la corrosion caverneuse, crevice corrosion, et puis la corrosion galvanique, vous savez, entre 2 métaux dont la polarité est différente, eh bien vous avez créé un courant électrique qui va être source de corrosion, c'est celle qui encrase votre lave-vaisselle ou votre lave-linge de façon régulière. Alors, ça peut être une cause d'échec. On a tellement amélioré les prothèses. Il y a presque plus d'usure chez les polyéthylènes, les malades vieillissent bien, alors il reste la fracture. Mais finalement,
ce problème de la connexion tête-cône peut prendre beaucoup plus d'importance. Et il y a deux papiers qui sont passés en Europe un peu inaperçus. C'était un papier dans un numéro spécial du HSS qui disait que finalement, cette corrosion nous mettait peut-être à l'aube d'une véritable épidémie. Alors depuis, on a eu le Covid, ça nous a sauvé un peu les meubles. Et puis Danbury a fait un éditorial également dans le journal de Teratoplastie disant que c'était une nouvelle maladie et qu'il fallait s'en préoccuper. Donc c'est quelque chose qui est important. Est-ce que la corrosion, comment on peut l'estimer? Il y a un certain nombre de papiers qui ont essayé d'étudier la prévalence et vous voyez que c'est pas neutre quand même. C'est à peu près, surtout pour la crevasse corrosion, de un peu plus de 3%, et que c'est source de révision dans cette série, 63% de révision pour ces patients, avec déjà des éléments défavorables, des tiges latéralisées par rapport aux tiges standards et les têtes-cônes longs. D'ailleurs, l'école lyonnaise et Michel Fessy avaient publié sur les différences de survie à long terme et les images de liseré qui apparaissaient sur les corails latéralisés par rapport aux corails standards. Est-ce que c'est un effet mécanique simple ou est-ce que c'est un effet d'augmentation de la corrosion entre les têtes et la tige? Peut-être que c'est un effet non pas mécanique, mais purement biologique qu'on a trop tendance à sous-estimer en France. Et puis la corrosion, moi j'ai bien été confronté, vous savez la corrosion, j'ai utilisé beaucoup de métal de grand diamètre. Eh bien, dans cette corrosion sur une petite tête de 28 ou une petite tête de 32, vous avez les mêmes phénomènes d'adverse reaction to metal disease. Dans ce papier reprenant une série de 10 reprises pour de la corrosion, presque que Zimmer, il y a quelques prothèses de Pew dans le lot, mais vous voyez, il y a des connexions chrome-cobalt sur chrome-cobalt, des connexions titane sur chrome-cobalt, des reprises très précoces entre 7 mois et puis 3 ans, une seule reprise à 8 ans, un peu plus de 8 ans et demi, eh bien, on a dans ces séries-là des taux sériques de chrome et de cobalt qui sont colossales. Le taux de cobalt moyen dans cette série, il est supérieur à ce qu'on avait dans les problèmes sur le métal-métal de grand diamètre en frottement. 9,55 microgrammes, c'est énorme. Alors pourquoi le cobalt est plus que le chrome? Parce que le cobalt est très sensible à la corrosion, alors que le chrome va être largué par le frottement, c'est un problème de friction. Et vous voyez que dans cette publication, on a les mêmes phénomènes que sur le métal-métal de grand diamètre, avec des réactions pseudo-kystiques, des pseudo-tumeurs, et donc cette connexion peut être à l'origine des mêmes complications que le métal-métal en frottement. Plus rarement, mais ce sont des séries qui sont des cas cliniques qui sont publiés, ça peut être à l'origine de décèdement avec une ostéolyse. Ça, on l'avait dans le métal de grand diamètre, mais ici, c'est simplement la corrosion entre la tête et le cône morse, qui en plus a complètement, finalement, délaminé le revêtement de l'implant. C'est dire que la corrosion, elle est quand même extrêmement sévère et extrêmement délétère. Alors, il y a des facteurs qui vont permettre de protéger ou d'aggraver cette corrosion. Elle dépend du dessin du cône morse, du matériau d'assemblement, du diamètre de la tête, de la longueur du cône, et puis on a déjà un petit peu vu de l'offset et du varus. Alors en dehors des caractéristiques géométriques qu'on a vues, 10-12, 12-14, et puis la pente du cône, le cône en fait il n'est pas lisse, il est rayé. Et on a des cônes qui sont plutôt smooth, lisses, avec des rayures qui sont très fines, et des cônes qui sont au contraire très rugueux. On se dit ça va finalement tenir un petit peu mieux sur des grosses rainures qu'on va impacter. Eh bien, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre ces deux types de cônes. Sous cette étude de près de 400 explants, on a la même corrosion sur les deux types de cônes. Donc, cette profondeur des rainures ne change pas grand-chose sur la corrosion. Les combinaisons d'alliage sont vraiment la clé. Alors, titane sur titane, bah, ça ne donne pas beaucoup de corrosion. Et on savait sur les cols modulaires, c'était quasiment une soudure à froid. Seulement, on sait très bien qu'on ne peut pas utiliser le titane pour... il réagit très mal en frottement, donc ça ne peut pas être une tête de prothèse de hanche. Chrome-cobalt sur chrome-cobalt, bah, c'est pas terrible. Ça, on a déjà beaucoup finalement de corrosion. Il reste pas mal de... Enfin, il y avait des tiges cimentées en chrome-cobalt. La tige de Muller autobloquant, par exemple, était en chrome-cobalt. Et puis là, ce qui va relarguer beaucoup, ce qui va beaucoup entraîner de corrosion, c'est chrome-cobalt, donc la tête en chrome-cobalt sur une tige en titane. Et c'est à l'heure actuelle ce qu'on fait en majorité lorsqu'on utilise une tête métallique. La plupart des laboratoires ont switché les têtes en acier pour des têtes en chrome-cobalt pour des raisons métallurgiques. C'est un petit peu plus lisse en superficie, mais surtout, ça peut être fabriqué en forgé ou coulé, donc c'est un peu plus simple à la fabrication. Mais le taux de corrosion est très important. L'acier, l'acier fait pas mal. Évidemment, l'acier, ça coûte moins cher. Une étude sur simulateur montre que le meilleur compromis, c'est titane sur acier. Et donc une tête en acier sur une tige en titane. Par contre, quand vous mettez un implant cimenté, vous mettez
souvent une tige cimentée en acier, avec une tête en acier, eh bien, acier sur acier, ça a quand même un stade de corrosion qui est important et qui n'est pas complètement neutre pour le malade. Alors à l'inverse, bien sûr, il y a une différence colossale entre la céramique et le chrome cobalt. La céramique entraîne beaucoup moins de dégâts de corrosion sur le code morse, il y en a un peu, mais beaucoup moins, et ça c'est statistiquement significatif que la combinaison entre du titane et du chrome cobalt. Donc, réfléchissez bien avant d'utiliser les têtes en chrome cobalt versus la céramique, ce d'autant qu'on a dit précédemment que les ruptures de tête, elles étaient maintenant pratiquement inexistantes. Le diamètre de tête. Alors, on l'a vu pour la céramique, c'est surtout vrai là, du métal. Lorsqu'on augmente le diamètre de tête, eh bien, on va augmenter le couple de rotation sur ce petit cône morse, et plus la tête est large, vous comprendrez bien que la micromobilité va être importante, et elle va être augmentée par les mouvements. Et si l'on prend ici 28, vous voyez qu'à la marche, bon, il n'y a pas beaucoup de différence entre un diamètre 28 et puis un diamètre 40. Par contre, si vous prenez la montée des escaliers ou un patient qui trébuche, eh bien là, il y a une différence colossale avec une tête qui va avoir une micromobilité, il va y avoir la freezing corrosion et finalement du relargage et une réaction aux débris métalliques. Sur des plans de tête, le diamètre de tête avait été montré dans ce papier de Sylvander, elle avait montré qu'il y a une différence significative entre la tête, diamètre de la tête corrosion, c'est 22 versus 28, et dans le papier d'El Bazo, une différence significative entre 32 versus 28. Plus la tête augmente en métal, bien finalement, plus la corrosion va augmenter. La longueur du cône, alors c'est la longueur du cône morse, mais également la partie femelle du cône dans la tête, eh bien c'est un élément important pour une série d'explants sur du 28 mm. Eh bien les têtes qui sont à des cônes longs, en particulier en plus les têtes à jupe sur de l'extra long, plus 8 mm, beaucoup plus de corrosion, et c'est également la corrosion qui apparaît sur les tiges latéralisées avec les conséquences biologiques. Alors comment on peut faire pour éviter cette complication dont on nous a très peu parlé finalement? C'est la technique chirurgicale, et puis il faut être très vigilant sur l'appareillement des têtes et des tiges. Le cône morse, c'est comme le cône de la céramique, il doit être nettoyé. Ça, c'est la résistance à la micromobilité d'un cône natif. Vous voyez, bon, là, il faut une force de 2500 newtons finalement pour extraire la tête une fois que vous l'avez impacté. Si le cône morse est contaminé avec de la graisse, et c'est ce qui se passe, hein, vous mettez le cône, voilà, vous ne faites pas attention, vous mettez la tête, et elle est dans la graisse sous-cutanée, votre cône morse. Eh bien, contaminé avec de la graisse, il est quasiment à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez retirer la doigt, même si vous l'avez impacté au marteau, votre tête céramique. Facteur rassurant, si vous nettoyez bien votre cône morse, eh bien, vous récupérez ses facultés de cône natif. Si vous le salissez avec une solution saline, mais pareil, c'est le sang également ou le liquide synovial, eh bien, vous perdez de la force, mais là encore, une fois qu'il est nettoyé, vous récupérez un cône propre. Et donc, ça, c'est valable à la fois pour les têtes en céramique et les têtes en chrome cobalt. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur le nettoyage des têtes. Il faut être vigilant sur la mise en place du cône. Le cône, c'est cylindro-conique. Vous voyez, c'est pas tout à fait droit. Il faut que la tête, elle rentre parfaitement droite. Là, elle est mal mise parce qu'elle est rentrée en contrainte ici. Il y a un petit espace là, ça va être facteur de corrosion ici, fretting corrosion. Et puis là, au contraire, elle est dans l'autre sens. Et donc, l'idéal pour mettre une tête, c'est de tourner la tête. Il faut la mettre en face du cône morse et progressivement la tourner. Et ça, c'est capital. Et Philippe Hernegou l'apprenait bien quand on faisait les cours à Berne avec lui. Il ne faut pas la mettre en force. Il faut tourner. Alors ça, c'était très simple sur l'école modulaire. On tournait sur sable. Voilà, c'est un peu moins facile. Et puis, la force d'impaction. Il faut taper sur la tête, fût-elle en céramique. Et là encore, regardez, la force d'impaction nécessaire pour avoir une bonne fixation, avoir le minimum de force de corrosion sur le cône morse, pour un cône rugueux, les grosses rainures, je vous montrais tout à l'heure, c'est 8000 newtons. Et pour un cône lisse, vous êtes déjà sécurisé à 4000 newtons. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tapoter avec une petite masse de chirurgien du membre supérieur. Non, il faut taper avec une bonne masse pour impacter, y compris la céramique. La céramique ne casse pas. Si vous cassez la tête céramique en impactant sur le cône, c'est que c'est une mauvaise céramique, il faut changer et il vaut mieux qu'elle casse comme ça. Donc, il faut taper très fort. Donc, les facteurs chirurgicaux, eh bien, il faut bien protéger. Vous mettez une compresse, une voie d'abord postériolatérale, vous nettoyez bien, vous asséchez, vous tournez la tête céramique par-dessus la compresse, et une fois que c'est là, vous mettez le pouce, et avant de réduire, vous tapez 3 fois avec un marteau. Alors peut-être pas de 900 grammes si vous avez peur de casser le fémur, mais au moins le marteau, le maillet de 400-500 grammes. Ça, c'est capital. Une grosse étude avait été faite en 2017 par Wright, qui avait montré sur une série de littérature, 90 articles inclus pour
pour ces recommandations. Recommandation forte, attention, cette modularité des têtes risque de poser des problèmes à long terme pour les patients obèses, à cause du poids, les patients très actifs. Il était recommandé de ne pas utiliser des têtes métal de grand diamètre, mais ça, on le devinait, des têtes avec des grands cols, hein, notamment les têtes à jupe. Et puis, il recommandait de ne pas utiliser de têtes en chrome cobalt et de préférer finalement les têtes en acier. Et sinon, de privilégier des têtes en céramique pour éviter cette corrosion. Alors, je vous ai parlé de la littérature orthopédique, mais ça passe dans le grand public. Ça, c'est un journal qui concerne la santé publique. C'est un journal fait par des patients et pour des patients. Et vous voyez un petit peu le risque. Là. 1 million harm. On accuse la FDA d'inaction. Et là, on a de la chance en France. Vous savez que grâce aux gilets jaunes, d'abord, puis à la crise du Covid, on est passé sous silence sur les implant files qui nous posaient problème et sur lesquels on a été menacé. Attention, on ne veut plus de nickel dans la prothèse de genou, attention. Et cette modularité était dans le plan des journalistes des implant files. Mais ne vous rassurez pas, une fois qu'il n'y aura plus de gilets jaunes, une fois qu'on sera guéri du Covid, eh bien, tout ceci va ressortir et on va nous accuser de mettre des bombes dans nos malades. Merci. Alors, merci pour cette perspective enthousiasmante. Mais je pense que si tu soulignes un point qui est essentiel, hein, et je pense que c'est en tout cas, tu apportes plein d'éléments pour mieux choisir, en tout cas mieux réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut choisir comme option. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais poser 2 petites questions à nos collègues qui sont avec nous sur leur préférence de diamètre de tête, puisque là, on parlait de la modularité. Tu as parlé des grands diamètres. Quel est, eux, leur choix qu'est-ce qu'ils privilégient quand ils ont le choix et quand ils ont l'option? Là, on a 135 personnes avec nous, donc on va avoir un sondage pertinent. Alors, je vais publier. Hop. Alors, bon, on voit que les 22.2 est un petit peu passé de mode. Hein. Ouais. Et on voit quand même, comme tu disais, que les très grands diamètres, finalement, sont pas plus à la mode non plus, hein, quand même. Hein. Donc, on est revenu dans du 28, 32, 36, et ça va bien dans le sens de ce que tu disais. Quel est le matériel que vous utilisez de façon préférentielle pour votre tête modulaire? Alors là, on est exactement dans ce que tu viens de dire. On va voir s'ils ont bien écouté. Entre le chrome cobalt, l'inox, la céramique et le métal céramisé, on va dire. J'ai mis une petite option en plus. Ça va nous permettre de rebondir sur les premières questions parce que voilà, je vais afficher là, il y a quasiment tout le monde qui a répondu. On voit qu'il y a quand même encore des adeptes du chrome cobalt, mais on est sur quand même une majorité de céramique, ce qui est hop là, ce qui est plutôt rassurant. Par rapport à ce que tu disais sur les têtes céramiques, est-ce que toi on va dire, quand est-ce que tu vas pas utiliser une tête céramique alors finalement? Chez des patients plutôt âgés avec une double mobilité où je me contente d'une tête en inox. Donc ça, pour des raisons de coût, de santé publique, ça me paraît pas indispensable d'utiliser des têtes de céramique. Et puis, dans la double mobilité, on y reviendra, c'est peut-être la façon d'utiliser des têtes de 22, mais quand on est sur des diamètres qui obligent à passer en 22, on ne peut pas avoir de céramique. Non, c'est pour... Oui, mais sinon, la céramique, oui, c'est pour moi la tête idéale. Alors, probablement, on aurait pu le dire sur le problème des inserts céramiques. Enfin, peut-être tu l'avais prévu pour ta conclusion, on en avait parlé un petit peu ensemble. Moi, je crois que le bon couple pour l'avenir, ce sera des têtes céramiques pour éviter la corrosion, et puis en face, pour éviter la malposition de l'insert, eh bien, un polyéthylène hautement réticulé. Et je ne suis pas sûr que le couple céramique-céramique restera à ce niveau d'utilisation les années qui viennent. Bon, effectivement, ça peut être finalement l'option qui se dessinera. C'est ce que les Américains ont déjà commencé un peu à prendre comme virage, en tout cas. Ils le font surtout avec des têtes métalliques de grand diamètre où ils vont avoir des ennuis. Et on va dire finalement qu'on va jeter l'eau
le bébé avec l'eau du bain et dire que c'est aussi la faute du polyéthylène de notre moire réticulée, alors que c'est le métal de grand diamètre qui n'est pas raisonnable. Il y a, alors, on a une question qui est pertinente mais très pratique. En cas de reprise précoce pour infection de prothèse, Ouais. et tu as une tête céramique, est-ce que tu prends le risque de changer la tête céramique au risque de léser le code morse, ou est-ce que tu conserves la tête initiale sur la tige? Dans l'idée d'un lavage pur avec le Oui, changement de ce qu'on peut la changer, synovectomie lavage, oui. je pense qu'il faut laisser la tête céramique. Pas beaucoup d'intérêt. Et Autant si on a en face, il y a un petit peu plus de place du côté du cotyle, changer l'insert. Et encore, insert céramique, bon, de toute façon, la valeur du lavage, bon. Je pense que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de changer la tête céramique, c'est d'autant que c'est pas ça qui va changer le pronostic du lavage si vraiment il doit marcher sur une infection très précoce. tu as dit qu'il n'y avait pas de normes sur les codes morse. Ouais. Ça, Enfin, c'est quand même. ils sont normés, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'homogénéité. Il faudrait que tous les cônes soient les mêmes de tous les fabricants pour qu'on Ouais, puisse interchanger. Parce que et, une des grandes difficultés, hein, c'est surtout en chirurgie de reprise, mais quand on reprend, parce que la vie et mort des industriels en orthopédie, c'est quand même pour certains des durées de survie qui ne sont pas très très longues, et on reprend régulièrement des patients qui ont eu des prothèses dont les fabricants ont disparu, et on ne peut pas récupérer les têtes. Et on est obligé, patient âgé, on ne va pas reprendre une tige sous prétexte qu'on ne peut pas changer une tête modulaire. Alors j'ai tendance à les laisser quand elles sont pas trop abîmées. Sinon, il faut reprendre la tige et ça, c'est une autre paire de manches. C'est pas tout à fait la même intervention que dans reprise de cutule. Donc les cols seraient tous les mêmes, avec les mêmes pentes, les mêmes longueurs, les mêmes vrais diamètres. Ce serait parfait. Mais on n'en est pas là. j'ai bien aimé ta comparaison avec les chargeurs de téléphone. Je crois que tout le monde a compris l'idée, je crois. On va avoir une dernière question. Tu as insisté sur l'impaction de la tête et que c'est aussi technique finalement que l'impaction de l'insert céramique. Il faut y prendre les mêmes précautions et la même rigueur. Oui, je croyais qu'il faut taper. C'est pour ça que je disais avec l'orthogone, il était proposé d'utiliser l'orthogone pour impacter la tête finalement sur le code morse. Si on a un orthogone, on peut faire les deux. Mais sinon, un pouce, un réducteur de prothèse et un bon coup de marteau, c'est bien. Mais là encore, faut se méfier parce qu'on a beaucoup de réducteurs de prothèses. Moi, j'utilise toujours le vieux j'ai toujours connu depuis 30 ans dans la boîte, qui est un vieux réducteur de Müller. Il est assez court. Ça permet de taper assez proche et de pas bouler. Parce que si on a un réducteur qui est un peu long, on a du mal à taper à l'extérieur de la hanche. Mais il faut taper fort avec le marteau, oui. Ça, c'est clair. Écoute, je crois que c'est les conseils techniques, c'est ce qui est le plus important. On va passer au troisième sujet sur la double mobilité. On a vu qu'on avait beaucoup de nos collègues qui sont connectés, qui sont des adeptes. Alors, on va voir un petit peu ce que tu as à nous dire sur ce sujet. Ils ont des raisons, beaucoup. Ils ont bien raison d'être adeptes de la mobilité, qui est un beau concept, mais qui est encore un petit peu battu en brèche. Et puis surtout, on le verra, et tu le sais, à la fin de la communication, qui est mal copié. Et attention, dans les mauvaises copies qu'on nous propose à l'heure actuelle. Alors, dans les mythes, on nous parle toujours de l'usure de polyéthylène, ça use, on ne peut pas le mettre chez le sujet jeune, etc. Oui, mais est-ce que ça use vraiment beaucoup plus qu'un couple de 22 Comment ça doit tenir la fixation? Puis alors, quel alliage? Est-ce que ça doit être finalement de l'inox ou est-ce que ça doit être du chrome cobalt? Je crois que ça ne change pas énormément sur l'usure de la convexité. Par contre, ce qu'on sait, c'est clair, c'est que la stabilisation de la prothèse est bien là, elle est bien assurée avec un double mobilité, qu'on a des résultats cliniques à long terme, et que, on l'a vu dans le sondage, c'est une utilisation croissante et qu'un certain nombre d'entre nous utilisent presque exclusivement la double mobilité. Et pourquoi pas? Parce que on opère des patients, quelquefois jeunes. On dit, le patient a 50 ans, oui, on va lui mettre un couple céramique, la belle affaire, en 32. Mais ce patient, il va vieillir. La survie de nos prothèses et l'allongement de la durée de la vie fait que ces malades, on les retrouve à 70 ans, 75 ans, avec des masses musculaires qui sont moindres, avec des facteurs de coaptation de la hanche qui sont bien affaiblis. Et je ne suis pas sûr que finalement, leur mettre un couple qui n'use pas ne les met pas à risque de luxation tardive. On le verra sur
20 ans plus tard, puisqu'on a des malades qui sont, bien sûr, 20 ans plus tard avec leur prothèse. Alors, les causes de luxation, on va passer vite, vous la connaissez, mais c'est surtout l'impingement. Hein. Et donc, c'est plutôt la malposition, c'est le fémur sur l'ischio, et puis c'est le col de la prothèse sur la cupule. Ça peut être l'insuffisance musculaire qui va entraîner un effet de détention, et puis les patients, bien sûr, neurologiques. Mais c'est quand même souvent, il faut le rappeler, en chirurgie de première intention, plutôt la malposition des implants. J'aime bien ces deux schémas simples que je dois à Denis Hutten, qui montrent bien cet effet de malposition. Et donc, le ratio tête-col, attention, on a parlé des têtes modulaires, mais des têtes à jupe qui vont entraîner un risque de luxation important. Et puis la jumping distance, qui va dépendre d'un grand diamètre. Pour se luxer sur cet effet de décoaptation, il faut que la tête parcourt finalement la totalité de son rayon pour sortir de la cupule. Alors les chiffres sont variables dans la littérature, entre 0,7 et 3%. Ce qu'on sait, c'est qu'en France, finalement, ce risque de luxation, il est assez faible grâce à l'utilisation massive de la double mobilité. 10% de luxation, c'était la 5e cause de révision lors du symposium de 2012 ou 2011 de la SOFCOT. Alors que dans d'autres pays, en particulier en Australie, c'est la 2e cause de reprise et ça constitue 25% des causes de reprise sur les hanches. Comment on peut améliorer la stabilité? Bien sûr, en opérant bien, en orientant parfaitement ces implants. Mais la tentation a été d'augmenter les diamètres au-delà de 36. On a vu que c'est un risque de corrosion important, un risque d'usure, même sur le polyéthylène hautement réticulé, sur des têtes en métal. Des cupules stabilisées, on a utilisé des cupules à rebord avec des offsets. C'est pas le gold standard, parce que finalement, on a plus d'impingement sur un rebord postérieur que sur un insert normal. Et puis les contraintes qui ont été très à la mode aux États-Unis ont fait la preuve finalement de leurs échecs avec des taux inacceptables. Et donc, cette idée française qui a du mal quand même à percer outre-Atlantique, et on verra qu'elle perce mal, c'est la double mobilité, ce concept développé par Gilles Bousquet et puis Alain Lambert qui était l'ingénieur en 1976, et qui ont eu l'idée miraculeuse, je reviens parce que ça c'est quand même un concept remarquable, de combiner deux philosophies. La low friction de Charney avec un couple 22 sur la friction intérieure, et puis l'idée de Mackie de faire du grand diamètre sur la surface extérieure pour éviter le risque de luxation. Et c'était donc très tôt, en 1976, la combinaison des deux philosophies des prothèses de hanche en Angleterre. La double mobilité, ça fonctionne essentiellement sur la petite articulation dans 80% des mouvements. Et ce n'est que dans 20% des cas que l'impingement du col sur l'insert en polylène va entraîner un mouvement de la grande articulation. Ça veut dire qu'on va être tributaire surtout de l'usure de la petite articulation, un peu moins de la grande articulation. En linéaire. En volumétrique, bien évidemment, en volumétrique, eh bien, on va user un petit peu plus en volumétrie pour le même millimètre que sur l'intérieur, surtout s'il est en 22. Mais ça a un autre élément, c'est que, attention, vous le savez bien, mais il faut y faire attention, il y a une troisième articulation. Et donc, il faut que les cols de nos prothèses soient parfaitement polis et les plus fins possibles, sans aller à la rupture, de façon à permettre une articulation avec ce chanfrein de la double mobilité. Et puis, ça, il faut y faire très très attention parce que bon nombre de prothèses, et en particulier en Allemagne, moi j'ai pas mal travaillé avec des Braun, ils ont essentiellement des prothèses qui ne sont pas polies. Alors ils s'intéressaient à la double mobilité, mais finalement ils n'ont que des prothèses avec colle mat qui vont avoir un effet de taille-crayon, augmenter l'usure à ce niveau. Ça, c'est important. Il y a un autre élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est ce mouvement, dans la grande articulation. Il dépend d'un secret de fabrication que nous ne connaissons pas, les industriels ne veulent pas nous le livrer, c'est la clairance, c'est le jeu articulaire. On a bien parlé avec le métal-métal de grand diamètre, mais le jeu articulaire ici. Attention à ce jeu articulaire qui n'est pas le même pour tous les fabricants. Et le polyéthylène, quand vous le mettez, avec la chaleur, et en plus il est hydrophile, il va se dilater avec les 37 degrés du corps humain, et son caractère hydrophile va se gorger d'eau. Et donc, si vous avez un implant de mobilité dont l'insert en polyéthylène est déjà bloqué lorsque vous le mettez, cet insert sera complètement bloqué 6 mois plus tard. Il faut que l'insert ait un peu de jeu. Et ça, c'est important. Et c'est un élément que les fabricants de mobilité ne nous livrent pas et qui devrait être délivré comme information au chirurgien pour affiner son choix. La laxité, c'est la jumping distance. Alors, c'est une
formule classique qu'on avait découvert avec Michel Fessy, attribuée à un certain Massey Wagner, qu'on n'a jamais retrouvé dans la littérature. Mais enfin, la construction géométrique est claire, c'est-à-dire que la jumping distance, elle dépend du rayon de la tête, et donc là, du rayon de la tête et de l'insert. Donc, finalement, plus vous avez un insert qui est gros, plus vous avez une cupule qui est importante, plus cette jumping distance va être augmentée. Cependant, on est très dépendant de la technique chirurgicale et de l'orientation des implants. Michel Fessy dit régulièrement, on ne jette pas une cupule de mobilité. Ben non, on la met avec autant de soin qu'un insert dans lequel, qu'une cupule presse-suite dans laquelle on va mettre un insert céramique. Et vous voyez que la jumping distance, là, c'est la référence du 22, la référence du 32, elle est considérablement augmentée pour des cupules horizontalisées. Plus les cupules sont verticalisées, même sur des très grands diamètres, 73-22, là, eh bien, on perd de cette efficacité sur la jumping distance. Donc, il faut rester sur le gold standard de positionnement, c'est-à-dire au moins 45 degrés d'inclinaison, et puis une antéversion raisonnable de 20 degrés, avoir en tout cas une antéversion cumulée de 30 degrés entre la tige et la cupule, parce que sinon, on risque aussi l'impingement. Donc, retenez bien que cet effet de stabilisation de la mobilité, elle dépend aussi de votre technique chirurgicale du positionnement. Alors, la mobilité de la petite articulation, elle va dépendre bien sûr du diamètre. Plus important avec une tête de 28 qu'une tête de 22. La tête de 28 usera un petit peu plus, mais elle est dépendante aussi du ratio tête-col. Si vous avez une tête de 22 avec le col très affiné de la Charney-Kerboul monobloc, la mobilité, elle est extraordinaire. Si vous êtes en 28 avec un col un peu cylindrique, cylindro-conique, eh ben, vous avez une mobilité qui est réduite et vous mettrez en jeu de façon plus importante la petite mobilité. Mais ça veut dire que le 22 reste tout à fait utilisable en deux mobilités. Et cette mobilité de la grande articulation, eh bien, il augmente avec le diamètre de la cupule. Mais il ne faut pas chercher à mettre une cupule trop large. J'ai toujours tendance à dire à mes internes qu'il faut chercher à mettre la cupule de façon standard la plus petite, qui va bien, qui tient bien, et c'est particulièrement vrai de ces cupules, car elles sont, au moins pour les bonnes cupules de mobilité, hémisphériques. Donc, une cupule de mobilité a plus tendance à déborder un petit peu en avant et entrer en conflit avec le psoas, et vous risquez d'avoir quand même ces douleurs antérieures qui nous empoisonnent sur deux mobilités beaucoup plus que sur une cupule qui est un petit peu tronquée quand elle tient en presse-suite. Alors, entre le 28 et le 22, j'ai remis cette publication d'Olivier Guyenne lors des Journées de la Hanche à Lyon, un peu ancienne, qui montre que finalement, entre le 22 et le 28, eh ben, on ne gagne rien en termes de mobilité, donc il est tout à fait légitime de mettre du 22. On peut mettre d'ailleurs que du 22. Toutes les premières séries de mobilité étaient en 22, sans retentissement sur les mobilités, et peut-être un petit peu moins d'usure dans la double mobilité. Le deuxième élément, qui est un secret industriel et qu'on ne maîtrise pas, c'est le rétrain. Voilà, vous savez très bien, pour avoir expérimenté plusieurs doubles mobilités, eh bien, il y en a, les têtes rentrent facilement, d'autres têtes rentrent un petit peu plus difficilement, c'est un peu compliqué. Donc, la force de rétention ici est un petit peu variable et c'est une notion qu'on aimerait bien avoir. Et attention, lorsque vous mettez quand vous impactez bien la tête, surtout si vous le confiez à votre instrumentiste, vérifiez bien que vous avez les deux mouvements dans le piston parce que la tête peut rester bloquée. Mais si elle reste bloquée quand on la met en place, ça veut dire que peut-être sur certaines des coaptations, on pourrait imaginer qu'elle reste bloquée en post-opératoire, là encore avec la dilatation et le caractère hydrophile du polyéthylène à la chaleur. Alors, la grande affaire de la luxation intraprothétique, je crois, on peut lui tordre le cou parce qu'elle a disparu, c'était lié à ces très très mauvais dessins des cols, des prothèses de Gilles Bousquet qui venaient frotter sur la rétentivité, le rétrain, regardez comment il est abîmé. Donc on est très dépendant du diamètre, de la forme et de l'état de surface des tiges. Avec les implants modernes, normalement, la luxation intraprothétique a complètement disparu. Je dois dire que nous, on met des doubles mobilités depuis 1994 à peu près. On a eu, je crois, deux luxations intraprothétiques sur les premiers inserts Novae. Attention, le risque de blocage dont j'ai parlé en raison d'une clairance un peu trop faible pourrait favoriser quand même ce risque de luxation intraprothétique. Il faut s'en méfier. Alors l'usure, il faut tordre un petit peu le cou à l'usure. L'équipe de Saint-Étienne, sous l'impulsion de Michel Fessy, avait poursuivi les travaux de Bousquet et Philippe Adam avait montré sur des explants de 40 Novae que finalement on avait une usure dans la petite mobilité, dans la grande mobilité bien sûr plus importante, mais une usure linéaire qui était finalement relativement faible, avec un peu plus, je vous le disais, d'usure volumétrique. Mais au total, 54 mm3 en moyenne, globalement, sur l'usure totale, ce qui n'est pas
Bon, c'est un peu plus que le 22 ou le 28, mais c'est pas rédhibitoire. Et surtout, finalement, on pense que les implants modernes, avec peut-être les nouveaux polyéthylènes et surtout les nouveaux dessins, vont permettre au total d'avoir moins d'usure. Et puis, on parlait tout à l'heure des trous que vous ne voyez pas et sur lesquels vous ne contrôlez pas si votre cupule de mobilité elle est au fond. Ben, on n'a pas ces toboggans à ostéolyse que sont les trous dans les cupules en press-fit. Et finalement, on a, vous le savez aussi, du backside wear sur les polyéthylènes qui sont dans les cupules en press-fit, dont un certain nombre n'ont jamais été polis. Et ça, c'est quelque chose également qu'on ne prend jamais en compte, l'usure du backside wear. Et les implants modernes semblent montrer quand même une diminution très très importante de cette usure de polyéthylène et qui devient maintenant inférieure au standard de la Charney Cup de 22 mm. Donc l'usure de la double mobilité est quelque chose qu'on peut lui tordre le cou. Et je pense qu'on peut utiliser des doubles mobilités chez les patients plus jeunes et des doubles mobilités éventuellement, peut-être, pourquoi pas, de façon standard. Alors, il y a plein de fabricants, il y a plein de formes. Je veux dire un mot. Alors, polyéthylène de maintenant surtout deuxième, troisième génération, cimenté sans ciment. Les revêtements, ben, il y a du plasma, il n'y a pas de plasma, il y a du titane, il y a juste de l'hydroxyapatite. En fait, ça tient bien. C'est sur le press-fit et on a finalement un assez bon press-fit sur les cupules. Il n'y a pas trop de problème. Il y a un effet gamme. Alors, c'est bien, tous les implants sont la même chose. Attention quand même, je veux attirer votre attention sur un élément là qui est souvent peu connu. Alors, c'est ici que ça paraît. C'est toutes ces pattes et ces crochets additionnels. Dans la plupart des cupules, ces crochets et ces pattes sont soudées. Et donc, elles n'ont pas de valeur mécanique à long terme. Elles vous permettent de stabiliser en primaire votre cupule, mais si vous n'avez pas une réhabilitation suffisante, ces pattes vont casser, les crochets vont casser, les cupules vont migrer. Il y a quelques implants qui sont forgés, avec les pattes et les crochets forgés, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que là encore, ce serait une normalisation qu'on devrait exiger parce que la soudure fait que on n'est pas sûr. Ça peut casser et ensuite la cupule. Donc, faites attention quand même au renfort et ne demandez pas ce que vous voulez. Alors, tous les dessins sont différents. Je n'ai pas repris, on en a plus beaucoup, mais au début de la double mobilité, un certain nombre d'implants avaient un centre de rotation disjoint entre la grande articulation et la petite articulation. Ça crée un effet bielle, ça, c'était pas très favorable. Mon ami Henri Migaud était complètement contre la double mobilité à l'époque à raison de cet effet bielle. Ils sont pratiquement tous centrés. Mais vous avez les cupules qui sont hémisphériques, des cupules qui sont cylindroconiques, des cupules qui sont à casquette. Ça ne change pas grand-chose. La casquette, peut-être, protège encore un peu plus de la luxation. Et puis, vous avez, comme l'ADM de Straker, des cupules qui sont échancrées en avant, justement, pour ne pas venir en conflit avec le psoas dont on parlait tout à l'heure. Les résultats en termes de stabilité, bah, vous les connaissez mieux que moi. Ils ont tous été publiés, des études essentiellement françaises, publiées. Ça réduit le risque de luxation pratiquement à zéro, sauf circonstances particulières. L'usure des cupules modernes est plutôt favorable. Cette série ça fait plaisir à Jean Alain, dont j'ai vu qu'il était connecté. Les ADM de Straker avec une usure finalement linéaire qui est très faible, qui revient maintenant à une usure qu'on a sur le 28 mm. Donc, ça, c'est une étude en RSA à 3 ans, mais vous savez que la mesure en RSA à 3 ans est prédictive de ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est quelque chose, une étude tout à fait sérieuse. Et puis les survies à long terme. Alors, on n'avait pas beaucoup de survies à long terme. Je ne pouvais pas vous citer cette étude de l'équipe de Sébastien, bien sûr, qui a montré qu'avec un recul moyen intéressant, quand même, de 12 ans et demi, eh bien, il y avait une survie de 100%. Il y a bien des cupules qui sont non double mobilité avec des inserts en polyéthylène fixe qui n'ont pas cette survie à ce recul. Donc, je pense qu'on peut être assuré encore sur la survie à long terme. Mais là, on rejoint la modularité. Méfiez-vous des imitations. Les Américains ont voulu réinventer la double mobilité pour se l'approprier, et puis parce que surtout, ils ne croient pas au press-fit, ils ne savent pas poser un cupule en press-fit, ils ne peuvent pas poser une cupule sans mettre au moins une vis. Donc, ils veulent des trous. Et pour mettre des trous, ils ont ajouté encore une couche à la double mobilité, donc une modalité, la tête, l'insert, et finalement un insert métallique qui va rentrer dans la cupule que vous implantez. Alors, cet insert métallique, il va réduire le diamètre. Donc, il va vous réduire le diamètre du polyéthylène, il va moins vous protéger sur la jumping distance. Il va finalement, par rapport à la cupule dans le centre de l'acétabulum, excentrer votre centre. On revient à des cupules finalement excentrées avec une hanche qui va être latéralisée, centre de la cupule, centre du montage mécanique de la prothèse. Et puis, c'est du métal, et si ça frotte un peu, et ben voilà, vous avez une belle encoche ici. Alors,
J'en ai pris un. La semaine dernière, j'ai pris une cupule qui avait basculé. Le chirurgien l'avait laissé basculer depuis 10 ans. Et j'avais la même empreinte sur le cône. C'est-à-dire que l'insert du polyéthylène ne vous fera jamais ça. Par contre, l'insert métallique du sandwich de nos Américains va vous entailler le col. Et puis, eh bien, voilà, du chrome cobalt sur du titane, on repart sur la première présentation, on va revenir sur la corrosion. Et ces inserts vont entraîner des corrosions. Et là, on n'est pas sur de 28 mm, hein, on n'est pas sur le code Morse, on n'est pas sur le 10-12, on est sur un grand diamètre qui va frotter. Et là, on revient sur la corrosion des grands diamètres métal-métal. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire. On va voir également, il y a quelques papiers décrits d'adverse reaction to metal debris, comme ce papier, sur des corrosions de ces inserts. Donc, il ne faut pas apprendre ça. Et vous savez que maintenant, les Américains appellent nos cupules de mobilité sans insert métallique les cupules anatomiques. Voilà. Et donc, l'usure maintenant est limitée. Il faut rester fidèle à nos cupules françaises anatomiques, quelle qu'en soit la marque, en faisant attention à la clearance. Et puis, il faut être rigoureux dans l'orientation et le choix de la taille pour ne pas oversizer votre cupule. Et là, vous serez des chirurgiens heureux. Il faut pas jeter une double mobilité dans le malade, c'est ça, on a bien retenu. Ouais, c'est pas le moi, c'est de Michel. Non, mais Michel Péchu. Ah bah c'est clair, là je pense que on a compris tout ça. Alors je vais avoir encore deux petites questions avant de lancer quelques minutes de discussion sur ce sujet de la double mobilité. Le premier sur les indications, alors pour nos collègues qui sont avec nous, pour quelle indication utilisez-vous la double mobilité? En fonction de l'âge, plus de 65 ans, ou vous êtes un peu plus, on va dire, conservateur, plus de 75 ans, patient à risque de luxation, mais là, quel que soit l'âge, ou alors vous l'utilisez systématiquement, ou alors, et on a vu que vous êtes peut-être pas très nombreux, vous l'utilisez jamais. Ah, tu nous as pas parlé, parce que c'était pas le sujet, hein, mais des limites d'indication ou des... Oui, non, on parlait pas d'indication, on parlait de Mais des avantages. Voilà, c'est simplement pour savoir un peu. On a encore 124 personnes avec nous, donc c'est bien. Les gens sont courageux, ont un peu. Félicitations, malgré l'heure tardive, on a un peu débordé, mais comme on était tous passionnés. Alors, hop, tu vois que finalement, effectivement, nos collègues prennent en compte le risque de luxation et l'âge n'est pas le facteur, on va dire, unique. Et il y avait quand même 16% de chirurgiens qui utilisaient que la double mobilité pour 100% de leurs patients. Quelle double mobilité? Alors, Patrice vous a donné les différentes options. Rapidement, c'était pas le sujet non plus, mais. Voilà, alors savoir un peu en termes de style hémisphérique, cylindre hémisphérique, Patrice a dit un petit peu potentiellement les risques avec ça, la casquette et puis anatomique. Pour moi, l'anatomique, c'était plus avec l'effacement en avant pour éviter le conflit avec le psoas, mais la définition de nos collègues américains est un peu différente, comme tu l'as dit. Voilà, donc tu vois qu'il y a une majorité de chirurgiens qui ont suivi tes conseils, mais il y a quand même une répartition des avis. Alors, on a encore quelques questions sur le sujet. Notamment, alors il y a une question, on va revenir un peu sur le dessin. Pour toi, quel est l'inconvénient ou avantage d'une cupule purement hémisphérique par rapport à une cupule cylindro-hémisphérique, donc qui poursuit un peu le cylindre de quelques millimètres? C'est le problème du fraisage, c'est le problème de la tenue. Il faut être habitué à une cupule et ça dépend, il y a plein de choses. Ça dépend si elle est hémisphérique et un peu aplatie au fond, si elle est hémisphérique, cylindro-hémisphérique, pas aplatie. Entre cylindro-hémisphérique et cylindrique, ça dépend du diamètre, enfin du design extérieur, on n'en a pas parlé, mais on a quand même des cupules qui sont un petit peu aplaties au fond et qui permettent de centrer la cupule. Il faut juste avoir l'habitude de son fraisage et pour moi, pas de différence sur la tenue. En tout cas, dans la littérature, il n'y a pas de différence en termes de survie entre l'une et l'autre. Mais ce que tu dis, c'est ça, il faut adapter la technique et le fraisage pour éviter le débord. C'est clair. Et alors, pour toujours rebondir sur cette notion de conflit, est-ce que tu as déjà expérimenté les notions de conflit entre cette fois-ci le polyéthylène et le psoas, et pas le métal et le psoas? Je dis ça parce que Michel Fessier a publié un case report de ça récemment,
et où il avait eu un conflit antérieur, mais le metal back ne déportait pas, mais c'était le polyéthylène qui tapait. Polyéthylène. Alors, non, mais je l'ai eu sur les grands diamètres métal-métal. Mais c'est différent parce que c'était quand même des têtes en métal. Et le métal poussait le psoas. Théoriquement, le psoas fait meilleur ménage avec le polyéthylène. D'ailleurs, on a commencé à parler de conflit cupule-psoas qu'à partir du moment où on a mis des metal bacs. Quand on mettait des polyéthylènes cimentés, on parlait pas de conflit parce qu'il n'y avait pas d'irritation du psoas. Donc c'est possible, mais c'est un cas. Ouais. Ouais. Mais là encore, je crois que et ça nous renforce ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ne cherchez pas à mettre la plus grosse cupule. Il faut mettre la cupule adaptée, bien sûr, qui tienne, mais si vous avez été entre des tailles, moi j'aurais tendance à dire choisissez la taille inférieure pour être sûr de ne pas déborder et de ne pas avoir un polyéthylène trop large qui rentre en conflit avec le psoas. Tu as évoqué les notions de trous et d'usure, il fallait éviter les trous. Quid du coup des cupules tripodes avec il y a quand même deux plots qui forment une petite irrégularité, même si c'est dans la partie inférieure de la cupule. Est-ce que pour toi ça augmente le risque d'usure sur la grande oui. articulation? Alors c'est l'usure, non, mais c'est-à-dire que ça peut être des toboggans à débris de polyéthylène. Ceci dit, le problème des trous, c'est surtout quand ils ne sont pas utilisés pour mettre des vis, donc ils restent libres. Et vous savez que dans les cupules maintenant métalliques, bon nombre de fabricants proposent des obturateurs pour tous les trous. Mais après, quand vous mettez une vis, il y a l'âme de la vis et les particules peuvent tourner. Hein, on parlait des toboggans à particules autour de l'âme de la vis. Sur les plots sont quand même beaucoup plus remplissants et là, on peut imaginer que ça forme barrière. Et puis finalement, on n'a jamais beaucoup d'ostéolyse en bas et bon, il n'y a pas beaucoup d'os à détruire sur la partie basse où on met les plots. Donc plutôt pas moins important. Pas un problème majeur. Encore une fois, pour moi, cette cupule qui est très bon concept, hein, historique, avec une patte, une vis et deux plots, qui a une excellente fixation tripode, c'est pour moi une cupule de révision. C'est pas une cupule de première intention, ou sur des cotiles très difficiles. La forme des cupules press-fit maintenant permet de s'adapter pratiquement à toutes les situations. Et alors une dernière question avant de conclure. Sur toi, ton choix dans la double mobilité en termes de tête, je pense que je sais ce que tu vas me dire. Et en termes de polyéthylène classique, crosslink. Là, le polyéthylène, celle que j'utilise est un polyéthylène classique, mais je pense que j'ai longtemps été un peu réticent au polyéthylène hautement articulé dans la double mobilité parce qu'on sait qu'il résiste un peu moins bien en fatigue et qu'on a vu que l'impingement finalement était une source de risque de travailler en fatigue. Mais globalement, les séries sont plutôt favorables et je pense que c'est un avantage. Il faut passer au hautement réticulé. Hautement réticulé, et puis après, ne pas hésiter à être en 22 sur des. J'étais réticent. Je mets une cupule en 28 uniquement au 50, ZX9 notamment. Pendant longtemps, j'ai râlé. Je ne pouvais pas faire comme les autres, à passer en 28 au 48. Et finalement, je trouve que c'est très bien et que le 22 marche parfaitement bien et qu'il n'y a pas de raison d'augmenter le diamètre de tête. 22-48, c'est un bon compromis. Bon, bah écoute, Patrice, je vais te remercier. On va te remercier pour tous ces enseignements parce qu'on a passé plus d'une heure finalement qui est passée en un clin d'œil et on avait beaucoup de questions et je crois beaucoup d'intérêt. On a retenu que tu étais un chirurgien qui aimait la norme. Tu nous as parlé qu'il fallait plus de normes, donc c'est bon, ça c'est. Je pense que tu as prouvé que la modularité était très présente dans la chirurgie de prothétique de la hanche. Hein. Tu as développé magnifiquement tous ces exemples. On parlait de couple idéal et entre la tête et le cotyle et peut-être que il y a une place plus importante à trouver pour la céramique et le polyéthylène crosslink, c'est ce que tu viens de dire. Et pour le mot de la fin, tu as parlé plusieurs fois de technique et je pense que quel que soit le choix qu'on fait, un choix raisonné, la technique reste essentielle et que ça soit pour l'impaction de la tête, l'impaction de l'insert et la mise en place d'une cotyle de mobilité, il faut une technique irréprochable et c'est ça qui sera le garant des meilleurs résultats. Est-ce que ce mot de la fin te va? Ça va, normes et rigueur, ça me paraît très bien. Eh ben, on va conclure là-dessus. Écoute, merci encore, Patrice. Et puis merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et puis voilà, passez une bonne soirée. On remercie encore X9 pour le soutien et Maîtrise Orthopédique pour l'organisation. Et voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Protégez-vous bien.